Bon, رح نبلش. Euh, donc aujourd'hui, nous allons parler de la toxicité relationnelle et relations abusives avec Rinda Lamerae, psychomotricienne, psychologue clinicienne, psychothérapeute d'inspiration analytique et systémique. Qu'est-ce que la toxicité relationnelle? Que faire face à une relation abusive? La réponse la plus courante est de dire à une personne abusée, sors de cette relation. Seulement pour que nous, autres psychothérapeutes, dont le rôle est d'accompagner, nous savons que ces mots sorts sont inopérants. Avant de tracer le chemin qui mènera à possible sortie, un travail de questionnement est nécessaire. Afin de comprendre non seulement ce qu'est une relation abusive, mais aussi ce qui fait que l'on occupe une position où l'on est abusé par l'autre. C'est dans cet objectif que cette rencontre vous est proposée. قبل ما نبلش avec ريندالا بس بدي أذكر الكل إنه اللي عنده questions يكتبهم بالchat box وبالآخر رح يصير في discussion أكيد. وكمان بدي أذكر إنه رح نبعت لكم evaluation form هون على الchat box. يلي ما بتوصل له على الchat box رح نجرب إنه نبعت له إياها إيميل. أكيد بيعطينا خبر اللي ما وصلت له كرمال نرجع نبعت له إياها باي إيميل. من بعد ما تعبوها للإيفالويشن فورم نبعت لكم السيرتيفيكت أوف أتندنس. فهلأ ريندالا لأليك. Merci. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous arrivez à le voir? Oui. Oui, c'est bon. Ok. Alors, je suis heureuse d'être avec vous ce soir pour cette rencontre autour du thème de la toxicité relationnelle et des relations abusives. Avant de commencer, je voudrais souligner que contrairement à ce que l'on pense, ce thème ne s'adresse pas uniquement aux femmes. Il est vrai que les femmes se retrouvent plus souvent dans cette position d'abusé, mais elles ne sont pas les seules. De nombreux hommes souffrent également d'abus et nous reviendrons après pour tenter de répondre à la question qu'est-ce qui fait que les femmes sont le plus souvent dans cette position d'abusé. Alors, qu'est-ce que la toxicité relationnelle? Le mot parle de lui-même, toxicité, c'est donc ce qui intoxique. Il s'agit d'une relation où ce que l'on reçoit fait office de toxicité, de drogue dans les deux acceptations du terme. Si l'on revient à l'Antiquité, les Grecs parlaient de pharmakon, qui désigne à la fois le poison et le remède. On retrouve donc la dualité de la drogue. Elle peut être vue comme salutaire, comme salvatrice, comme cure, et c'est là que réside le piège de la drogue et de tout ce qui est toxique. Pourquoi? Parce qu'elle séduit et nous créons l'illusion que c'est l'amour de notre vie, que c'est l'opportunité qu'on attendait, que c'est le travail dont on rêvait, que c'est le leader qui va nous sauver, alors qu'au fond, cette même chose, dans son autre versant, nous intoxique, nous empoisonne et fait ressortir le pire qu'il y a en nous. Or, lorsqu'on fait face à la toxicité dans la durée et de manière répétée, il y a malheureusement un grand risque que l'on s'y habitue et qu'on finisse par trouver ça naturel, normal, voire du caractère toxique, qu'il s'agisse de relations abusives ou de drogue, puisque ici on assimile les deux. Les deux sont addictives au point tel que l'on ne parvient pas ou plus à imaginer une vie sans toxicité. Mais attention, je ne veux pas dire par là que les relations humaines sont simples. Au contraire, les relations humaines sont complexes, elles sont conflictuelles. Déjà, à la base, nous sommes des êtres de conflit. On est tout le temps en conflit avec soi-même. Donc, comment ne pas conflictualiser avec l'autre? Mais à aucun moment, une relation ne peut être toxique ou reposer sur la violence, l'humiliation, l'abus.
Comme je l'ai dit plus haut, on retrouve cette toxicité relationnelle à différents niveaux, qu'il s'agisse de relations amoureuses, mais on la retrouve aussi dans des relations familiales, entre une mère et sa fille ou son fils, un père et sa fille ou son fils, entre frères, entre amis, dans des liens de travail, surtout lorsque la hiérarchie est impliquée, ou si l'on regarde un peu ce qui se passe autour de nous de manière plus large, même si ce n'est pas le thème de notre rencontre aujourd'hui, on retrouve également cette toxicité dans les relations que l'on a avec les personnes qui nous gouvernent. Vous verrez que j'ai choisi pour illustrer ma présentation des références de films, de livres, de séries qui traitent des relations abusives. Qu'il s'agisse, j'ai essayé d'essayer de faire en sorte que ce soit complet. Et donc, toutes vont traiter de relations abusives, que ce soit des relations amoureuses, amicales. Il y a une série qui parle de relations abusives prof-élève, mère-fille. On pourra par la suite en parler si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'une relation abusive? Je vais tenter de proposer une définition. Toutefois, j'aimerais attirer d'abord votre attention sur le fait qu'on ne peut pas parler d'une relation abusive, d'un abuseur, que ce soit un homme ou une femme, d'une victime, que ce soit un homme ou une femme. On parle au pluriel, donc de relations abusives au pluriel, d'abuseurs au pluriel, de victimes au pluriel. Toute la beauté du métier de psychothérapeute est là. C'est que la psychothérapie, et plus encore la psychanalyse, ne s'adresse pas au général, mais elle s'adresse au particulier. Dans nos cabinets, on reçoit à chaque fois des personnes uniques dans leur singularité, qui ont donc leur histoire, leur vécu, leurs liens. C'est vrai qu'on peut retrouver des caractéristiques communes. Je vais exposer certaines de ces caractéristiques communes, mais il me semblait important d'attirer votre attention sur ce point. Tous les abuseurs ne se ressemblent pas, toutes les victimes ne se ressemblent pas, toutes les relations abusives ne se ressemblent pas. Donc, revenons un peu à la définition. Lorsque l'on parle de relations abusives, on parle d'emprise émotionnelle, de pouvoir que l'un va exercer sur l'autre. Or, très souvent, le pouvoir et l'abus de pouvoir sont reliés, qu'il s'agisse d'une manière d'exercer un pouvoir ou d'affirmer un pouvoir que la personne sait au fond ne pas avoir. Donc, on a d'un côté un abus de pouvoir et contrôle, de l'autre côté, on a un assujettissement et une victime. Nous retrouvons le caractère ambivalent dont j'ai parlé au début. La relation abusive va se construire autour d'une alternance de phases entre séduction, et là, les mots qu'on entend, c'est « je t'aime plus que tout, tu es la personne la plus importante pour moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi, qu'aurait été ma vie si tu n'étais pas là », et des disqualifications de toutes sortes. Donc, dans les disqualifications, on a des insultes, des critiques, des injures, des humiliations, des mensonges. Il s'agit là de violences subtiles, de maltraitance morale. Parfois aussi, il y a des maltraitances physiques, mais je ne vais pas m'attarder en fait sur la maltraitance physique. Je vais plutôt parler de ces violences subtiles que la victime va subir de manière quasi constante. Lorsque la violence est subtile, elle ne s'accompagne et qu'elle ne s'accompagne pas de violence physique, les blessures et les cicatrices de la victime ne sont pas visibles à l'œil nu, mais elles sont présentes et elles sont traumatisantes. Alors, je vais passer aux caractéristiques de l'abuseur, que l'abuseur soit un homme ou une femme, et aux caractéristiques de la victime, qu'il s'agisse aussi d'un homme ou d'une femme. Je rappelle qu'on parle de tout type de relations, pas seulement des relations amoureuses. Alors, au niveau de l'abuseur, l'abuseur se montre particulièrement au début de la relation et quand il est en public, très charmant. Ce sont des personnes qui vont souvent monopoliser les discussions, être au centre des attentions, qui sont admirées, qui sont appréciées, ce qui va rendre la parole de la victime encore plus difficile. Pourquoi? Parce que la victime, on va voir par la suite qu'elle est constamment en doute par rapport à elle-même, à sa relation, va se demander
mais comment est-ce que je pourrais parler de cette personne-là si elle est aussi appréciée, si tout le monde voit cette personne et trouve que j'ai de la chance d'être dans cette relation. Euh, L'abuseur peut se montrer tendre et affectueux à certains moments et juste l'instant d'après être renfermé, indisponible et il nie l'être. Donc la personne qui partage sa vie va se demander mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce qu'il y a ce changement d'humeur? Cela peut rendre l'autre dépendant de l'humeur de l'abuseur, ce qui va augmenter son angoisse et son sentiment de culpabilité. L'abuseur va abuser donc de commentaires dégradants, de critiques, de disqualifications qui au début peuvent être très minimes et difficiles à repérer, mais qui finissent petit à petit par atteindre l'autre et de plus en plus. Donc au début, ça peut être des remarques si quelqu'un vient d'obtenir une promotion au travail ou qu'il est fier d'une réalisation qu'il a faite, il peut entendre ces mots c'est bien, bravo, je suis fière de toi, mais bon, il faut dire qu'il n'y avait pas vraiment de compétition ou cette entreprise qui t'a prise ou qui t'a proposé ce travail n'est pas aussi importante que ça. Donc, ce sont des critiques, un rabaissement continu, une minimisation de force, en fait, les points forts de la victime pour, quelque part, qu'elle reste en position d'infériorité. L'abuseur va également user du chantage affectif. Il va justifier sa violence en accusant l'autre. Les phrases que l'on retrouve et que l'on écoute très souvent au cabinet, ce sont les suivantes. Je t'ai insulté, j'ai crié, c'est vrai, mais c'est parce que tu m'as provoqué. C'est ta faute. C'est toi qui m'as mis hors de moi. Euh, Tu me poursuis. Si je t'ai menti, c'est parce que je savais que tu allais faire un problème. Tu es jaloux, tu es jalouse. J'ai dû faire ce que j'ai fait. C'est toi qui a provoqué, c'est ta faute. Ou alors, l'abuseur va justifier sa violence en parlant de ses blessures d'enfance, de ses relations passées qui sont réelles. Euh, mais il va, par exemple, dans certains cas, ce que j'ai entendu, je vous parle là de mon expérience au cabinet, j'ai souvent entendu des personnes dire, mais si elle ou il a ce comportement, c'est parce que, par exemple, il souffre, je vais dire ce que j'entends, donc de bipolarité. Or, on sait très bien que la maladie ne peut en aucun cas être utilisée pour justifier un comportement violent vis-à-vis de quelqu'un. Donc, l'abuseur explique à la personne qui est en face, donc cette personne avec qui il a un lien très fort, à quel point il est blessé, il est malheureux, et la victime, parce que quelque part, elle partage les mêmes blessures que l'abuseur. Mais attention, quand je dis qu'elle partage les mêmes blessures, ça ne veut pas dire que ces blessures sont les mêmes. C'est que les blessures de l'un résonnent avec les blessures de l'autre et que chacun en a fait quelque chose de différent. Donc l'abuseur va quelque part user de ses blessures pour exercer cette relation abusive, alors que l'autre va la subir jusqu'à un certain point. Donc la victime va finir par se sentir mal et désolée pour l'abuseur. On retrouve aussi du côté de l'abuseur un besoin de contrôle qui peut passer au début pour de l'attention, de la préoccupation. Donc, je veux connaître ton horaire, je veux un compte rendu de tes allées et de tes venues. Ça peut être un contrôle au niveau vestimentaire, un contrôle au niveau des relations aussi. Et très souvent, l'abuseur va dénigrer les liens significatifs de la personne qui est en face en lui disant, tu devrais te méfier de cette personne. Je dis ça pour ton bien. Je vois que c'est pas quelqu'un de bien pour toi. Depuis que X est dans ta vie, tu as changé. Cette personne a une mauvaise influence sur toi. Cette personne, cette autre personne s'est comportée d'une certaine manière avec moi et tu n'as rien dit. Moi, j'aurais fait différemment. Et petit à petit, ça va aboutir à un isolement de la victime. Donc l'abuseur se montre insensible à la souffrance de l'autre parce que justement, il ne voit pas l'autre, il ne voit que lui-même. Et il manque d'empathie. Au niveau de la victime,
elle va progressivement perdre confiance en elle. Elle va se mettre à douter de tout, de sa capacité de jugement, de ses pensées, de ses émotions, de ce qu'elle ressent. Elle ne sait plus exactement qui elle est, quelles sont ses valeurs. Elle n'a plus de repères. Euh, Elle va devenir ainsi plus vulnérable à l'emprise de l'abuseur et accepter plus facilement les remarques et les distorsions de l'abuseur. On retrouve énormément de culpabilité. La victime a le sentiment d'être la seule responsable de ce qui arrive. Elle dit très souvent, elle ou il, disent très souvent, c'est ma faute, je ne sais pas m'y prendre. Si cette personne avait une autre amie, ou si c'était mon frère, si c'était ma sœur, si c'était un autre petit ami, une autre petite amie, les choses ne se passeraient pas comme ça. Elle a tendance à garder l'espoir que la relation puisse redevenir comme avant. Je vais revenir sur ce point plus tard. Elle va perdre progressivement son individualité, ses désirs, pour adopter ceux de l'autre. Donc, si on va utiliser des termes psychanalytiques, elle devient en quelque sorte captive de l'autre. Elle n'est plus dans une position de sujet, mais dans une position quelque part d'objet. Donc, ce sont des personnes qui sont dans des situations de grande détresse et d'isolement, qui sont dans l'incapacité de sortir justement de cette relation toxique, surtout, et là je parle de relations amoureuses, lorsque la dépendance émotionnelle s'accompagne d'une dépendance financière. On peut retrouver des symptômes d'anxiété, de dépression, des troubles psychosomatiques. Le corps va se mettre à parler. Alors moi, ce que j'entends souvent au cabinet, ce sont des personnes qui souffrent de douleurs diverses, de migraines, d'éruptions cutanées et d'attaques de panique et de toutes sortes d'autres choses. Alors, là, je vais tenter de proposer parmi toutes les théories possibles celle qui me semble les plus intéressantes pour tenter de comprendre les relations abusives à la lumière de la psychanalyse. Alors, lorsqu'on parle de relations abusives, on parle de relations de proximité, de relations qui se déroulent, comme dirait le philosophe allemand Sloterdijk, dans la sphère de l'intime, sphère dans son meilleur sens, donc sphère dans le sens d'une dignité philosophique à partir de laquelle on peut penser la connexion d'un humain à un autre humain. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on se retrouve dans cette situation de grande proximité avec l'autre, soit on abuse de l'autre, soit on se laisse abuser, on abuse de soi, pardon, en se laissant abuser. Pour le comprendre, un retour en arrière est nécessaire. La psychanalyse est venue nous montrer qu'il est pratiquement difficile de se libérer de notre histoire et de laisser derrière nous tout ce que l'on a été et comment nous avons appris justement à être et à devenir sujet. Est-ce que ça a changé chez vous l'image? Oui, oui, Linda. D'accord. Alors, la première hypothèse que je vais proposer, c'est une hypothèse qui est reliée au sadomasochisme. Il s'agit d'une paire de concepts qui expriment des fantasmes qui sont récurrents, que Freud découvre en analysant la pulsion anale, qui est à la fois une pulsion de contrôle, d'emprise sur l'autre, et qui va évoluer vers un sentiment de plaisir lié à la cruauté. Donc, l'enfant, à cet âge, à l'âge du stade anal, a une attitude sadique vis-à-vis des objets, des animaux. Donc, il aime déchirer, casser, piétiner, écraser. Ce plaisir, qu'on appelle un plaisir sadique, va être contrebalancé grâce à la réversibilité de la pulsion. Et il va être inversé lorsque l'enfant va commencer à se poser des questions et se dire, si je fais ça avec l'autre, l'autre peut donc aussi faire la même chose avec moi et à ce moment, comment je vais me sentir? C'est alors que va surgir la paire du sadisme qui est le masochisme, qui peut être défini comme une expérience de satisfaction liée à la douleur ou au déplaisir.
Par la suite, Freud va montrer que ce fantasme qui est divisé en paires, sadisme actif et masochisme passif, va s'infiltrer dans nos relations. Comment? Le surmoi exerce sur nous-mêmes une fonction sadique. Le masochisme s'approprie alors du moi du sujet. Ou alors, le surmoi va faire en sorte que le sujet devienne un agent surmoïque sadique. Il va exercer alors son sadisme sur l'autre. C'est ainsi que dans nos relations, nous avons tendance à alterner le masochisme du moi, le sadisme du surmoi, en mettant soit l'autre dans la position du surmoi, et donc nous dans la position du masochisme, ou alors on est soit un agent sadique surmoïque et on met l'autre dans une position de masochisme. La deuxième hypothèse concerne justement le masochisme primaire. Plus tard, Freud va découvrir le masochisme primaire et poser l'hypothèse que notre première position serait reliée à ce masochisme primaire. On ne vient pas au monde dans une configuration où je et l'autre sont séparés. Au contraire, nous sommes peut-être les seuls êtres au monde qui ne survivent pas sans l'autre. Donc, on vient au monde dans une dépendance totale. C'est un bébé totalement désemparé et dépendant. Cette dépendance fait partie intégrante de la structure de la condition humaine. Et l'on retrouve ici un point essentiel de notre réflexion. C'est qu'il y a toujours un autre qui sait, qui peut, qui prend soin de moi et qui me manipule, mais manipule dans le meilleur sens du terme manipuler. Cet autre a dû me manipuler. Et là, je fais référence aux notions de holding et de handling de Winnicott. Il a dû me manipuler, sinon je n'aurais pas pu survivre. Et si l'on s'attarde un peu sur les mots, on va remarquer que manipuler et handling sont certes des mots qui sont différents, mais qui partagent le même radical, la main. Donc, nous avons tous été littéralement entre les mains de l'autre, dans une position de non-savoir où l'autre va me donner une image de ce que je devrais être, de ce vers quoi je dois tendre. Inconsciemment, on se retrouve souvent dans une position où on se laisse manipuler, dominer, on se laisse croire en écho à cette position archaïque, infantile, inconsciente, où l'autre sait et moi je ne sais pas. On a cette promptitude à supposer que l'autre sait. Et cette part en nous qui n'a pas confiance en nous, qui doute, est justement celle que l'abuseur sait inconsciemment, intuitivement, repérer et utiliser. C'est à partir de cette brèche que tout le travail d'abus va se dérouler. Et il y a une part en nous, que l'on soit homme, femme, vieux, jeune, qui va se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que j'ai échoué? Pourquoi je ne suis pas cet idéal? Je ne suis pas ce que l'autre attendait de moi. Où est-ce que cet autre, qui est tout puissant, tout savoir, a vu que moi, je suis faille, je suis fissure, je suis castration, je suis manque, et donc il a raison. Il y a tout un travail thérapeutique à faire qui est très profond, qui est très difficile. Et là, je voudrais juste faire une petite parenthèse, en fait, pour parler de la position du psychothérapeute. Qu'est-ce qu'un professeur? Qu'est-ce qu'un leader? Qu'est-ce que cette personne que j'admire et qui me sert d'exemple, cet idéal? C'est celui ou celle que je suppose savoir. Or, comme dirait Lacan, la base du transfert en analyse, en psychothérapie, repose sur ce savoir que le patient suppose dans l'analyste, dans le thérapeute. Nous sommes mis en tant que thérapeute dans cette position de supposer savoir, donc quelque part dans cette position de pouvoir. Et c'est important que nous soyons vigilants justement à cette position-là pour ne pas peut-être répéter quelque chose de l'histoire du patient dans le sens de l'abus, mais l'abus dans le cadre thérapeutique. C'était la parenthèse que je voulais faire. Alors, je vous ai dit au début que j'allais tenter de répondre à la question qu'est-ce qui fait que ce sont les femmes qui sont le plus souvent abusées. Nous avons besoin pour comprendre le monde de le symboliser, de le représenter et pour ça, nous faisons des distinctions, des séparations. Au moment de l'énigme de la différence des sexes,
il y a quelque chose qui est présent dans la culture, dans l'histoire, dans l'imaginaire, qui va faire en sorte que l'on va placer l'homme dans la position de celui qui a quelque chose en plus et la femme dans celle de la personne qui a quelque chose en moins. On pourrait dire phallique, manquant. Si on regarde un peu les productions littéraires, cinématographiques, théâtrales, historiques, la femme est souvent dans la position de la coupable, de la malade, de la pécheresse, de la castrée, de la folle, de l'hystérique. Or, c'est un grand mensonge que l'homme a quelque chose en plus et que la femme a quelque chose en moins. Les deux sexes sont des organes de puissance. Et la castration symbolique, elle concerne tout aussi bien l'homme que la femme. Et heureusement qu'aujourd'hui, avec toutes les réflexions qui sont faites, nous levons un peu le voile sur ces idées reçues. Alors, quel est le rôle de la psychothérapie? Je vais vous parler de mon expérience clinique. Donc, mon expérience à moi. Je ne reçois essentiellement que des victimes de relations abusives. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu affaire à un abuseur au cabinet et qu'il s'agisse là, quand je parle de victimes d'abus, de personnes qui souffrent d'abus dans leurs relations amoureuses, amicales, familiales, dans des liens de travail, et il s'agit d'hommes et de femmes. Ces personnes n'arrivent pas au cabinet en disant « je souffre d'une relation d'abus et je voudrais en sortir ». Une relation d'abus n'est reconnue que dans l'après-coup et ce n'est qu'après que la victime peut mettre des mots sur cette relation et reconnaître qu'elle a vécu un abus. Donc, ils sont en situation de grande détresse, en grande souffrance, en doute continu, en se remettant en question. Les thèmes qui sont le plus souvent abordés sont ceux du doute, de la culpabilité. Les questions qui me sont posées, c'est « mais qu'est-ce que je fais de faux? Pourquoi est-ce que cela m'arrive à moi ?» J'ai certainement fait quelque chose. Au début, cette personne était très gentille, était charmante. Je croyais avoir trouvé ma meilleure amie. Je croyais avoir trouvé en ce prof quelqu'un qui allait m'aider. Je croyais avoir trouvé l'amour de ma vie. Au début, c'était très différent et j'aimerais beaucoup que les choses reviennent comme au début. Et donc là, il y a un psychothérapeute qui s'appelle Guy Osloz qui dit qu'une des phrases que l'on peut proposer à ce moment-là de la thérapie, c'est de dire au patient heureusement que l'on ne peut pas faire comme avant, parce que si on faisait comme avant, on arriverait au même point où nous sommes aujourd'hui. Par contre, on peut faire comme après et tu peux choisir, ou vous pouvez choisir comment sera cet après. La thérapie a pour but de permettre à la victime de se reconnaître avec elle-même, avec son corps, ses sensations, ses ressentis, de retrouver la valeur de son être et de ne pas laisser une instance surmoïque, sadique, abuser d'elle et faire en sorte qu'elle trouve dans le monde réel un abuseur à qui elle va s'offrir quelque part en sacrifice. Pour terminer, je vais vous lire une lettre écrite par une patiente que j'ai suivie pendant 3 ans. J'ai obtenu l'autorisation de lire la lettre. Par contre, elle m'a permis de projeter juste une partie du poème. Elle s'adresse à celle qu'elle a été au lendemain de la fin de sa relation abusive. Donc, je vais lire la lettre et j'aurai fini. Ils t'ont convaincu que renoncer ne sert à rien. Mais renoncer est souvent le point de départ d'une renaissance. Je veux que tu saches que tu as survécu, que la souffrance, la fissure, la brûlure, le creux que tu avais dans la poitrine ont fini par cicatriser et se sont transformés en empreintes dont tu t'habilles tous les jours. Qui aurait cru que ton histoire se transformerait en raccourci pour empêcher à celles qui t'entourent de tomber dans le même précipice? Qui aurait cru que ton histoire se transformerait en carte qui guiderait le chemin de tant d'autres? En y réfléchissant, tu as toujours eu cette foi démesurée. C'était une erreur de briller autant pour illuminer des ténèbres qui ne t'appartenaient pas, mais cela t'a transformé en galaxie. Tu es fragile aujourd'hui et poursuivre est douloureux mais libérateur. Je veux que tu saches que tu parviendras à te regarder à nouveau dans le miroir et à te trouver belle en dépit ou plutôt grâce à tes cicatrices.
Tu y découvriras le visage d'une femme qui se voit comme priorité et ne confond plus priorité et égoïsme. Ne sois pas pressé. Tout processus de guérison est lent et douloureux. Pardonne-toi d'avoir élu domicile dans la douleur. N'invite pas la culpabilité à danser. Sache que les fissures que tu portes sont cicatrisables et qu'il est possible d'aimer après la douleur. Mais cet amour sera différent de celui que tu as connu parce qu'aimer aussi est perspective et qu'il existe une différence entre aimer en se mettant au second plan et aimer en étant protagoniste. J'ai fini. Merci. Je ne sais pas si vous voulez revenir sur certains points, si vous avez des questions, je vous écoute. Merci beaucoup, Lindala. كنت قلت بأول ما بلشنا إنه اللي عنده questions فيه يكتبون بالchat box كرمال نعمل discussion بالآخر. فاللي عنده أي سؤال فيه أكيد يسأل. Bonsoir Linda. Moi j'ai une question. Je l'écris dans le chat ou je la pose ici? Non, vous pouvez la poser. Ok, alors vous avez parlé de la culpabilité chez, enfin, disons, la femme dans la majorité des cas dans la relation. Est-ce qu'on peut parler d'un déni? Parfois, on remarque qu'elle ne voit pas vraiment qu'elle est dans une relation abusive. Il y a cette phase. Qu'est-ce qui fait enfin, qu'il y a ce déni? Qu'est-ce qui fait qu'au début, elle ne reconnaît pas, c'est ça, qu'elle est dans une relation abusive? Voilà. Enfin, quand on lui dit quand elle reçoit des avis de l'entourage qu'elle est dans une relation abusive ou quoi que ce soit, et qu'elle essaye de rejeter cette idée, qu'est-ce qui fait enfin, il y a cette méconnaissance? Alors, je pense qu'il y a différentes étapes. À différentes étapes, les raisons de ne pas voir sont différentes et sont propres à chaque personne. Donc, je vais essayer de répondre tout en sachant que les réponses, elles ne sont pas chez moi, mais elles sont à trouver dans l'histoire de chaque personne. Mais comme ça, l'hypothèse que je pourrais proposer, c'est que soit on ne voit pas parce qu'on n'est pas prêt à voir que l'on est dans une relation abusive, parce que c'est justement très culpabilisant d'admettre que l'on se laisse abuser par quelqu'un, parce que quelque part, il y a le mot « je me laisse abuser ». Donc, l'autre abuse, mais pour qu'il abuse, c'est que quelque part, il y a une part en moi qui lui permet. Il n'a pas ce pouvoir que si moi, je le lui donne inconsciemment. Et là, je veux faire très attention parce que ce sont des personnes qui souffrent vraiment beaucoup et donc il ne faudrait pas non plus les culpabiliser encore plus. Il peut y avoir aussi un espoir parce que justement, ce sont des personnes, la personne qui abuse, que ce soit, je l'ai dit, que ce soit une relation amoureuse ou autre, qui sont très charmantes, qui savent alterner très bien la manipulation, la séduction, la disqualification. Et il y a une part dans la victime qui veut croire que il ou elle est cette partie qui m'a séduite, cette partie que je trouve positive, que tout le monde voit comme étant positive. Parce que vous avez dit très souvent, l'entourage pointe du doigt une relation abusive, mais ça arrive vraiment, je pense, quand la relation abusive est avancée au début, on voit rarement, même de l'extérieur, qu'une personne est dans une relation abusive. Il faut vraiment connaître beaucoup pour le savoir. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais si vous voulez partager votre avis, je suis prête à écouter aussi. Merci Rindala, vous avez répondu à ma question. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Lindala, في من Père Eli Rahme كاتبها بالchat box.
مبينة عندي. يلا 2 minutes. Ok, donc je vais lire la question. D'après votre pratique professionnelle, avez-vous remarqué si l'abus est transgénérationnel? Je m'explique, est-ce que la culture abusive est transmise dans les familles? Alors, certainement que dans l'abus, il y a une part transgénérationnelle, même si elle est différente. On répète quelque part quelque chose que l'on connaît. Donc, il se peut, oui, qu'une personne qui souffre d'abus, alors je crois d'après la question que Père Elie me demande par rapport à des relations de couple, enfin je crois, ou à des relations qui sont extra-familiales. Donc, est-ce qu'on peut retrouver une certaine forme d'abus dans la famille? Oui, même si c'est à un degré différent. Et en général, quand on répète dans le pire. Donc, ce que l'on va répéter, on va le répéter en beaucoup plus grave, en beaucoup plus douloureux. Ça, c'est pour la première question. Il y a une autre question. En tant que psychanalyste, vous pensez que le Liban favorise plutôt les relations toxiques et abusives que les relations adultes et matures? Pourquoi, selon vous, qui avez voyagé et vécu ailleurs? Alors, spontanément, j'ai envie de dire non. Le Liban ne favorise pas. Je ne sais pas si c'est une part en moi qui veut croire qu'on ne peut pas émettre de généralité comme ça. Est-ce que quelque part, l'environnement peut-être oriental, machiste, favoriserait les relations toxiques et abusives? Peut-être. Mais il me semble qu'on voit ça un peu partout. Si on regarde un peu à l'étranger, il y a beaucoup de relations abusives partout. Alors, je répète, peut-être que dans un environnement conservateur plutôt machiste, qui fait référence à l'Orient, peut-être, mais je ne sais pas, je ne dirais pas ça comme ça, que le Liban favorise ce type de relation. Ou alors, c'est que peut-être, là j'ai pensé à quelque chose, est-ce qu'il y a beaucoup de traumatismes que les Libanais portent? Et est-ce que tous ces traumatismes qui sont portés font que on vit des relations abusives? Je ne sais pas, peut-être, ça peut être une hypothèse. Il y a Maria Magdalena qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, sorry على التأخير. Bonsoir. كيفكم؟ Vous allez bien? Oui. sorry ريندا لما لحقت من الأول. oui. يعني كنت أنا كتير بحب دايما شارك بالديسكسيون كمان. هلأ رح أسمع وشوف إذا عندي سؤال بعدين. أوكي. Il y a 2 questions qui ont été posées par Père Elie dans le chat. ما بعرف إذا ببينوا عندك. نو ما ببين هلا عندي. شو ديجا انسأل؟ وي. شو هن فيي اخذ فكرة؟ بقرا لك اياهم او ببعث لك اياهم. ايه اذا فيك تقري لي اياهم اعملي معروف. Ok, donc, chère Lindala, d'après votre pratique professionnelle, avez-vous remarqué si l'abus est transgénérationnel, approche systémique? Je m'explique, est-ce que la culture abusive est transmise dans les familles? Et il y a une deuxième question de Père Elie. En tant que psychanalyste, pensez-vous que le Liban favorise plutôt les relations toxiques et abusives que les relations adultes et matures? Pourquoi, selon vous, qui avez voyagé et vécu ailleurs? Interesting. اوكي ما كنت بتوقع وقت حكينا انه بدنا نعمل هيدا الويبينار يكون في شيء له علاقه بالكونتكست transgénérationnel ou même libanais, spécifiquement libanais. Très intéressant. oui. أنا رح أحط ميوت ورح أترككم تكفوا. رح أسمع أكثر وهلأ بشوف إذا عندي سؤال. ميرسي ريندا. Merci.
Alors, il y a deux questions dans le chat. Il y a une question de Marianne Chamon qui demande si la personne abusée est satisfaite et la relation normale. Peut-on considérer que cette relation est toxique? Et donc là, on parle de relation de couple. Alors, si la personne abusée est satisfaite, comment est-ce que la relation pourrait être à la fois normale et toxique? Je ne comprends pas beaucoup. Alors, à partir du moment où une personne, je crois que la question, c'est peut-être, elle rejoint la première question qui a été posée, qui dit quand la personne ne se rend pas compte peut-être qu'elle est dans une relation abusive et qu'elle vit cette relation comme étant, qu'elle le vit comme étant une relation normale. Alors oui, la relation, ce n'est pas parce que la personne ne la voit pas comme étant toxique qu'elle cesse d'être toxique. Il y a tout un travail interne que la victime a à faire pour pouvoir reconnaître cette relation comme étant une relation abusive. Et je ne pense pas qu'une personne abusée puisse être satisfaite. معقولة قصدها ماريانا إنه واحد عايش بريلاسيون توكسيك بس منه منتبه؟ يمكن الانتوراج شايف بس هو منه شايفها إنه توكسيك ومفكر حاله إنه مبسوط ومرتاح. ما بعرف إذا ماريانا هيك قصدك. قصدي مثل الفيلم تبع 50 Shades، هي بتكون ساتيسفات، يعني انه بعد اول فتره بيفرجونا بالفيلم انه هي كانت مانا متقبله، بعدين مش الحال، فهالشي بنسميه انه ريلاسيون توكسيك. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une relation toxique? سوري ما سمعت. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à 50 Shades of Grey? Je pense que oui، بس قصدي انه اذا هي مثلا مانا متضايقه بنحسب انه في شيء غلط. Alors, si on parle du film 50 Shades of Grey, il y a toute une romantisation qui est faite autour de cette relation qui est, oui, une relation abusive et où on voit clairement que, un peu comme vous avez dit, elle finit, au début, on voit qu'elle est dérangée et à la fin, elle finit par adopter les désirs, les fantasmes de l'autre personne comme étant les siens. Alors, on peut, et là, ça rejoint un peu ce que j'ai répondu au début et ce que Maria Magdalena a souligné, c'est que si elle peut ne pas voir qu'elle est dans une relation, et très souvent, la personne au début ne le voit pas, mais ce n'est pas parce qu'elle ne le voit pas que la relation n'est pas toxique. À un moment, elle va finir par ouvrir les yeux. D'accord, merci. Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux poser une question? Mhm. Oui, c'est Sandrelle. Bonsoir, Sandrine. Bonsoir, docteur. Vous avez dit au début que la femme abusée, elle perd de confiance, elle n'a plus de repères, elle se sent vulnérable et elle va accepter ses remarques, elle se sent plus coupable. Donc, est-ce que, à votre avis, non, il choisit, il choisit une femme ou le partenaire تبعيته une femme dépendante, une femme obéissante dès le début. Je crois, non, si elle va accepter ou elle va se sentir coupable, dès le début, elle a un certain problème. C'est une femme obéissante. Je sais, non, et que si elle va accepter. Si elle va toujours, il choisit dès le début une partenaire dépendante. Il sait comment il choisit. Il ne peut pas choisir une partenaire plus forte que lui, sa personnalité, autre avis. Je crois non, ممكن il choisit une. Il est très intelligent de choisir son partenaire.
اوكي هو إذا بينقيها، يعني ممكن هو بينقيها هيك يعني، لانه ما في نقي شخص اقوى منه ما بيتجوزها، ما بيكون تيكون مضبوط ابيوزي، بده يكون منقي من الاول، وهي بكون عندها ديجا الفيبلس بالبيرسوناليتي تبعيتها تقدر كان هيك elle se sent toujours هيك vulnérable وكاسانت وما بتقدر تحكي وما بتقدر، يعني في بارتي انا بحس انه بالبيرسوناليتي تبع الفام، تبع اذا كان هو صديق، يعني اذا كان هو فريمون ابيوزيف وهيدا، يعني هي كمان بالبارتي تقبل الديبندانس تبع البارتنير، يعني ما في نقيها غير هيك. ما بعرف إذا أنا كنت وضّحت السؤال تبعول أو قُلت إنه يعني إذا هي بتيجي يعني إذا هي بتيجي تعمل الtherapy، يعني في شقفة من الpersonality تبعيتها كمان موجودة هي لتقبل هيك شخص، لتقبل إنه يمكن هي كمان ما بعرف إذا بينعرف من الأول، يمكن ما بينعرف من الأول إن une personne إذا كان abusive والّا لأ، بس هيك أنا بس هيك عم باسأل إنه هو بيقدر ينقّيهم مضبوط، بينقّي البارتنير تبعيته وهي une femme dépendante يعني ضعيفة مَنّا قوية؟ ماريا je réponds. بحكي أنا بالأول. وي وي أكيد تفضل. Alors moi, j'entends dans votre question qu'il y a une question par rapport peut-être aux fragilités ou à ce qui fait qu'une femme entre ou accepte une relation abusive. Je ne vois pas cette femme comme étant faible. D'après enfin l'expérience que moi j'ai au cabinet, en général, les personnes qui, pour supporter justement une relation abusive, ce sont des personnes dont le moi est assez fort. Et qui, malheureusement, à cause du travail d'abus, à cause des violences subtiles qui sont faites, c'est un travail où ce qui est ciblé sont justement les points forts de cette personne. Elle va perdre progressivement beaucoup de choses, mais le noyau est là. Et c'est ce noyau qui fait que, à un moment, elle va finir par sortir ou demander de l'aide par rapport à la relation abusive. Alors la question peut-être c'est, est-ce qu'il y a une forme de dépendance? Est-ce qu'il y a certainement qu'il y a des caractéristiques de dépendance chez la femme ou chez l'homme, enfin chez la personne qui serait victime d'abus. يعني j'ai compris، يعني أنتِ بتقولي إنه فيها تكون une femme عندها الpersonnalité تبعيتها وكذا، بس هو بيكسّرها، يعني ترجع تطلب هي الآية ترجع تطلع pour s'en sortir de son problème. يعني فيها تكون une femme عندها شخصيتها وعندها كذا، وبيقدر هو يكسّر، يعني فيها تكون dépendante وفيها تكون une femme عندها شخصيتها وبتقدر توقف بوجهه، وتقدر ترجع تتخلّص من كل الsentiments اللي بتعيشهم هيدول، يعني مش ضروري تكون une femme dépendante. On retrouve de la dépendance, oui. Et de nouveau, je parle de mon expérience de cabinet auprès de personnes qui souffrent d'abus. En général, ce sont des personnes intelligentes, ce sont des personnes qui réussissent que ce soit dans leur parcours universitaire, dans leur profession. Ce sont des personnes qui ont de la culture, qui sont dans l'empathie, donc qui ont de belles qualités, sinon elles ne seraient pas non plus quelque part choisies par l'abuseur. Et ce sont ces points que l'abuseur va petit à petit attaquer. Oui. Merci. Merci à vous. بس إذا بتسمحي لي ريندا، اللي كانت عم تقوله ساندريلا كتير مهم، لأنه ممكن يكون في نظرة من العالم إنه هاي المرة إنه هي كأنه بلوموها، إنه أول شيء فيها يكونوا عم بلوموها إنه كيف تقبلي، أو مثلا عم بلوموها إنه حق عليكي أنت الضعيفة، أو هي بتلوم حالها يعني كمان.
يعني والملامة والكولبابيليتي والشعور ما عارفة إذا فينا نقول له العار أو الشيم، بخليها أكثر تضلها علقانة بعلاقات توكسيك. فبركي بننظر للموضوع بغير طريقة، إنه يعني إذا عندها سختن ما بعرف ديبندانس أو فراجيليتي أو شو ما كان، مين ما عنده شيء؟ كل شخص عنده شيء. بس وقت نطلع عليها إنه أنت لأنك ضعيفة أو فراجيل أو ما بعرف ما بتعرفي تدبري حالك أو منك ذكية كفاية أو اللي هي، بنكون kind of عم نحملها المسؤولية لوحدها. ما بعرف شو رأيك بهالموضوع؟ يعني بتخيل حتى إلى دي بروفيسيونيل كمان بينظروا للموضوع بهالطريقة. شو رأيك بهالشي إنه عم نلومها لإلها كأنه هي المسؤولة عن يلي عم بيصير معها؟ شو رأيك بهالموضوع؟ Oui, je suis d'accord et je l'ai évoqué dans ma présentation du début et ce sont des phrases que l'on retrouve, par exemple, je vais donner un exemple d'une rencontre au cabinet où les mots qui sont dits rejoignent un peu ce que tu dis maintenant, c'est que mes amis me culpabilisent, elles me disent كيف أنت قبلانة تكوني بهيك relation, c'est que tu ne t'aimes pas, parce que si tu t'aimais, tu ne serais pas là. Et le discours qui vient juste après, c'est ما بقى بتحمل يقولوا لي هيدا الشيء. Et il y a ce sentiment de honte, il y a ce sentiment qui fait que quelque part, elle reste encore plus et c'est plus difficile encore de sortir de cette relation. يمكن الناس يلي أقسى شيء بالكريتيك والكومنتار تبعهم يمكن هن البسيكولوج، لأنه مرات بيستعملوا نوسيون يلي تعلموها أو يلي بيعرفوها بطريقة شوي قاسية، وبيلغوا كتير اشياء كاركترستيك انديفيدوال، بيعمموا. تنقول اذا بدنا نحكي مثل ما قلتي بالبريزنتاسيون، انا شفتها ابار بيان سور، انه تنحكي عن المازوشيزم او يعني مثل كانه في ديفو فوندامنتال موجود بهذا الشخص، وخلص يعني يا بنصير نطلع عليه كانه شخص مكسور ما بيتصلح، وهو هيك بيطلع على حاله. هذا الشيء كتير بزعل، لأنه بيصير ساعتها لو شومان واحد ياخده ويصير منيح بيكون ساعتها كتير صعب. دونك يا بنطلع عليه كشخص مكسور مهزوم، يا بنطلع عليه كشخص انه يعني نوعا ما بالإشك، عايش بالإشك، ما عم يعرف يهتم بحاله، ما عم يعرف يحمي حاله، أو عمل ديسيزيون غلط، أو يعني شو ما كانت نظرتنا عم تكون دونية يعني بيجوراتيف. وهيدا الشيء كمان ما بيساعد الشخص. مثل ما قلت يمكن البسيكولوج لأنه عندهم دي نوسيون معينين ممكن ياخدون ويكونوا شوي قاسيين. ما بعرف إذا البارتيسيبان معنا الليلة بيشاركونا رأيهم بهيدا الموضوع بهالناحية. وأكيد ريندا شو رأيك بهالفكرة؟ Je vais essayer de répondre et puis si quelqu'un veut réagir. C'est justement la raison pour laquelle j'ai choisi de parler de l'hypothèse du masochisme primaire, parce que c'est une hypothèse qui nous concerne tous. On est tous passés par cette position et quelque part, ce risque, il existe. Ce n'est pas parce qu'on tombe dans une relation abusive que on a un problème ou on est moins que quelqu'un d'autre. Non. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut réagir. Je suis là, je vais juste mettre le computer à la charge. إذا ما حدا بده يعلق على آخر نقطة،
أكيد نحن بنتمنى إنه تشاركونا بتخيل الأكثرية هون دي بسيكولوج يعني من وجهة نظركم من خبرتكم الخاصة بخصوص هاي النقطة. Il y a d'autres questions, Linda, là, dans le chat. Oui. Oui. Chérine Fares. Oui. Je vais lire la question. Donc, c'est bonjour, c'était très intéressant. Pourrions-nous revenir sur le processus de sortie et de healing? À quel point les étapes sont entremêlées? Alors, sortie, c'est sortie de la relation abusive, c'est ça? Oui. D'accord. Bonsoir, Chérine. Bonsoir. Alors, je pense que tu attires l'attention sur un point qui est important, c'est que les processus sont entremêlés, oui, parce que healing, c'est peut-être guérir d'une relation abusive. Je crois que, enfin, de nouveau, je parle de l'expérience que je vis. On sort d'une relation abusive, mais on porte les marques et les cicatrices pendant très longtemps. Et elle continue d'avoir son effet même après, ou ses effets au pluriel, même après que la personne soit sortie de la relation abusive. Le processus de guérison peut prendre beaucoup plus longtemps et parfois perdurer sur une période assez longue et qui dépasse justement la sortie, ce moment de sortie de la relation abusive. Tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose par rapport à ça? Je vais réfléchir. Peut-être que j'interviendrai sur le chat. Merci. Merci. Linda, là, il y a une autre question. Emilia a posé une question. Alors, vous avez commencé par dire que les personnes victimes de toxicité relationnelle ne peuvent plus vivre sans toxicité. Pourriez-vous élaborer cette idée? Alors, j'ai dit ça au début de la présentation. J'avais dit que lorsque l'on fait face à la toxicité dans la durée et de manière répétée, on accourt malheureusement le risque de trouver que c'est normal, que c'est naturel, et qu'on finisse par ne plus savoir ce qu'est une vie sans toxicité. Et j'y ai pensé à ça de cette manière, justement parce que là, on parle de personnes qui souffrent de relations abusives et je rencontre des personnes qui en souffrent à répétition, donc qui rentrent dans une relation abusive, qui en sortent et qui répètent ce comportement, qui rentrent à nouveau dans une relation abusive et qui en souffrent. Et ça se répète. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai présenté les choses comme ça. Alors, la psychanalyse dit que parfois on répète pour tenter de résoudre quelque chose ou de trouver une issue qui est différente. Peut-être qu'il y a là cette compulsion à la répétition dans les relations abusives. بس ولا مرة بتزبط. Oui, بس ولا مرة بتزبط. الهدف إنه trouver une issue أو une certaine solution بس ما بتزبط أكيد بالرépétition. Répéter la même situation et s'attendre à des résultats différents هذا شيء منه كتير ما بيزبط يعني منه يعني bien sûr. Oui. حطيت لكم بالchat evaluation form. So please إذا فيكم تعملوا لها داونلود تعبوها تبعتوا لي إياها على الإيميل تبعي تنرجع نبعت لكم certificate of attendance. يلي ما شافها على الشات يبعت لي بليز إيميل على إيميلي يلي وصلكم منه الافيرماسيون تبع هيدا registration تبع زوم. اوكي
كمان بدي في معلش. سوري وي دكتور. نو تفضلي بعد في ام كيستيون بالشات بس تفضلي ساندريلا. لا سافا، اذا بدك تقولي الكيستيون بالشات نو بجاوبك. سافا نحن هلا بالريلاسيون توكسيك، يعني وقت بتطول الريلاسيون توكسيك تحكي او تروح تحكي عند الثيرابيوت انه elle vit une relation toxique. طيب هي بتبلش الريلاسيون انه في حدا حسب الكونسيبت بسيكاناليتيك تبع فرويد، بالكونسيبت سادومازوشيست بقول انه هو المازوشيست ça revient du sadiste، يعني انه بلش ما في يبلش ابيجيت الا اذا كان في مازوشيزم. انا هيك كنت عم بقول للدكتور قبل. بس هلا في شغله كمان بتبلش انه وقت بيصير في عندهم بهذا العلاقه كلها بصير في بلسيون دو، يعني بحس انه في شيء بيموت عند البارتي المازوشيست. يعني انا بحس انه مش هيك بتطول بالعلاقه معه، بتحس انه في شيء كان بالريلاسيون سكسويال وكان بالريلاسيون العاديه، يعني وقت بكون اجريسيف عليها وكذا بتحس حالها هي انه ماشي، يعني مثل عليه يعني البلسيون عندها كلهم مور بكل هذا. يعني بحس انه مزبوط هي مازوشيست بهالناحيه. انا عم بحكي هلا البارتي مازوشيست مستديف، ما بعرف اذا انا عم بوضح فكره، لانه انا عم بقول انه هي اذا طولت تروح انا عم بتفوت انه بتصير العلاقه توكسيك لانه بتطول كثير العلاقه. يعني اوقات ضلنا 10 سنين اوقات 14 سنه تشوف انه علاقتها صارت توكسيك. يعني بالاول ما بتكون شايفتها، بتكون هالقد هي ماشيه هالقد بتكون هي ماشيه بالعلاقه الساديس المازوخيست. انا هيك بحس، ما بعرف اذا مزبوطه العلاقه اللي عم بحكي عنه مزبوط ولا لا. بتكون بفايته علاقه مرضيه معه للاخر، يعني ما فيها تحكي، ما فيها تعبر، ما فيها تقول انه انا جو في كيلكو شوز كي ني با بيان، او ما فيها تقول لحدا انه انا علاقتي منا مزبوطه معه، او هو مثلا يمكن بينه وبين حالك وهو صح. انا هيك عم بقول Alors moi j'ai un peu de mal avec les mots je sais plus شيء مرضي, enfin je sais pas, j'ai un peu de mal avec les mots comme ça. J'entends dans ce que vous dites qu'il y a la part, je crois qu'il y a quelque chose en la victime qui fait que il y a quelque chose en elle peut-être qui s'éteint petit à petit. Mais pour parler de caractère toxique, on ne peut parler de toxicité que dans la durée. Donc on ne peut pas au début d'une relation savoir que cette relation est toxique, peu importe. Donc pour définir une relation comme toxique ou le caractère de quelque chose comme toxique, c'est parce qu'il se répète et qu'il s'inscrit dans la durée. يعني اذا شافت اول بارتي من الحياه اول 2 ans انه il y a quelque chose qui ne va pas bien، يعني ممكن تقول انه منا علاقه هيدي، ما فيها تقول انا مثلا je veux s'en sortir de cette relation، او مثلا لازم اعمل شيء تبكل، لانه فيها بتكفي بالعلاقه للاخر. يعني هيك اللي عم بساله، اذا تحس انه في شيء منه مزبوط من الاول. Alors, de nouveau, je répète, moi je parle de mon expérience. Je pense qu'il y a parmi vous d'autres psys qui peuvent partager leur expérience, et si elle est différente, ce sera plus enrichissant. C'est rare quand on parle de relation toxique, c'est une relation qui est très insidieuse, où il y a énormément de manipulation. Donc au début, non, la personne, elle ne voit pas que la relation est toxique. Justement, si vous vous souvenez, j'ai dit qu'il y a une alternance de phase entre la séduction et la disqualification. Donc au début, très souvent, c'est un peu comme la drogue. Ce qui est présenté, ce sont des expériences au début positives, entre guillemets. Quelque chose de... J'ai trouvé, comme je l'ai dit dans la présentation, le grand amour de ma vie, cette personne qui est au début dans les soins, parce que tout n'est pas... À entendre comme ça, ce serait comme quelqu'un en biodrob hada ou non, c'est pas vraiment comme ça la relation abusive. Il y a plein de nuances. Il y a l'attention, il y a le contrôle qui passe au début pour de l'attention, pour de la préoccupation. Et petit à petit, ça dégénère vers autre chose. Donc au début,
enfin, du moins dans Oui. mon expérience, on ne voit pas que la relation est toxique, on la voit dans l'après-coup. Oui. بس ريندا dans l'après-coup بصير الواحد يرجع يتذكر مواقف معينة ما فهمها بوقتها، ساعتها بيفهمها بيقول اوكي يمكن بنسميهم الريد فلاجز انه في شيء غلط هون صار. كيف فينا نفسر انه بلحظتها مرات بيكون في شيء كتير غلط، يعني كتير غريب بيصير وكأنه الشخص بيتقبله أو كأنه بيلاقي له تفسير، بس يمكن تيكفي العلاقة أو كيف فينا نفسر هون هالشي؟ Alors, peut-être qu'il y a une part d'aveuglement. Je vois, mais je ne veux pas voir. Je vois, mais je refuse que la personne que j'ai choisie ait eu ce comportement. Et il y a des justifications qui viennent aussi. Une tendance à excuser la personne. يمكن تصرفت هيك أو يمكن تصرف هيك parce que X, Y, Z. Donc, je crois qu'il y a cette part qui fait que il y a comme des balises que la personne ne voit pas. Ou si elle voit, elle explique, elle justifie. Pour pouvoir maintenir peut-être cette vision idéale de c'est l'amour de ma vie ou c'est la personne que j'attendais. Oui, oui. En fait, كلنا بنعملها وكل علاقاتنا، يمكن مش ضروري بالريلاسيون اموغوز، يعني بكل العلاقات المهمة لنا يمكن مرات بنفسر وبنبرر تصرف حدا تاني معنا، لأنه trouver le juste milieu أو الإكيليبر entre إنه قد إيه بدي أقبل وقد إيه بدي ما أقبل منه هين. Et ça vient يمكن avec l'âge et avec l'expérience. بتلاقي انت انه كل ما كان الواحد جن كل ما في ان ريسك اكبر يفوت بريلاسيون ابيوزيف، ولا العمر ما بيلعب دور هون؟ Je pense que si. Je pense que plus on est jeune et plus on a tendance à être dans l'idéalisation de quelque chose. Oui. Donc هي قصة شو بتحسي كمان انه بلس اون جن، يعني كمان في معنا بوكو دو جن هون احنا منهم، يعني مش انه نحن مش منهم بس انه بلو جن que nous. هيك ساندريلا. 100%. وي دونك يمكن هن عاشوها او بمحيطهم يعني من الاصحاب، انه يمكن بيلاقوا انه il y a des relations abusives ممكن يعني بفريكونس اعلى تكون بهيدا العمر، بعمر معين. يمكن تفسير بيكون انه مثلا disons اذا شخص qui va contrôler les mouvements d'une certaine personne, les contacts, les relations، يمكن نفسر انه بغار علي مثلا، انه هيدا من حبه، هيدا لانه بحبني هالقد بيهتم لامري بغار علي. comment trouver le juste équilibre بهالقصص؟ انه يمكن مرات يكون في عن جد اهتمام صادق، بس مرات يكون هيدا مش اهتمام، هيدا شيء qui va empoisonner la relation، هيدا شيء جاي من شخص عم بحط beaucoup de limites وعم بيضيق وعم يخنق الشخص الثاني. كيف بيقدر هالجان يفرق؟ ويا ريت عن جد اللي جان بيشاركونا شو شافوا حواليهم وشو رأيهم أهم شيء. Oui, Rindala, كيف شو رأيك؟ Alors, j'étais en train de penser, pendant que tu parlais, il y a aussi à quel point on se connaît, à quel point, parce que quand on est jeune, on est en quête de soi, on ne sait pas vraiment encore qui on est, quelles sont les choses que l'on accepte, les choses que l'on n'accepte pas. On a besoin d'appartenir, on a besoin de faire lien avec quelqu'un et parfois, c'est au prix de s'oublier soi.
qu'il y a cette part avec l'idéalisation. Comment faire la part des choses, peut-être, mais ça vient avec se connaître, c'est faire confiance à ce que l'on ressent. Donc, parce que moi, je crois que l'on ressent et que parfois on ressent, et comme on l'a dit un peu plus tôt, on tait ce ressenti. Donc, faire attention aux plus petites choses, le corps, ce que dit le corps à ce moment-là, quand cette personne a eu ce comportement, je ne sais pas, صار معي حرقة بركي وجعني راسي بركي في شيء زعجني بس ما عرفت شو هو اللي زعجني. Et c'est important de faire confiance à ça. Et là, ça m'a fait penser à une de mes séances en fait. Je reçois des familles au cabinet et j'ai reçu une famille avec un enfant où un enfant disait par exemple إنه أنا ما بحب أقرب وبوس جده والماما والبابا بيجبروني أقرب وبوس جده. Et là, j'ai pensé à ça maintenant parce qu'il me semble qu'il y a peut-être, ça fait écho à la question posée par Pérélie, une part aussi de l'éducation quand on oblige un enfant à faire certaines choses alors qu'il dit ne pas être confortable dans telle situation. روح سلم على هيدا الحدا par politesse. On lui apprend quelque part à ne pas confier dans ce qu'il ressent. Oui. Si on n'aime pas embrasser Jaddo, ok, alors je ne l'embrasse pas. Si être proche de cette personne, c'est inconfortable, c'est important, et ça commence dès le plus jeune âge, de respecter les ressentis de l'enfant, parce qu'après, quand on n'enseigne pas à l'enfant à respecter ses ressentis, comment est-ce qu'on pourrait s'étonner qu'à l'âge adulte, il répète ses comportements ou par convenance, par politesse, je tais ce que je ressens et je fais ce que je devrais faire. Oui, oui. وبتلاقي كمان انه هاي النقطة اللي عم نحكي عنها فيها تكون بالريلاسيون دو كوبل وفيها تكون entre parents et enfants وفيها تكون كمان entre employés et responsables entre des amis, des copains كمان. وفي يكون l'impact psychologique le même. Les blessures. Oui. Alors, je sais pas, je pense que l'impact, il est propre à chaque histoire, à chaque personne. يعني كنا عم نقول انه الجاريزون اللي بتاخد هالقد وقت طويل من بعد ما تخلص هالريلاسيون ابيوزيف في يكون كمان اذا قلنا باغ اكزومبل هالريلاسيون توكسيك او ابيوزيف كانت entre parents enfants معروفة الكل بيشتغلوها en thérapie بس entre par exemple dans le milieu du travail dans un milieu professionnel في يكون هالقد شي مسؤول شي مدير qui est vraiment toxique طريقته والتحطيم وكل شيء في يكون عنده هالامباكت بتلاقي كمان les conséquences psychologiques مثل الرelation de couple. Alors, j'ai envie de dire oui et non. Oui. Oui, parce que c'est quand même une relation de proximité, de travail, où on est confronté à cette personne tout le temps et que les blessures faites par l'abus s'accumulent et doivent faire référence au écho avec d'autres blessures qui sont déjà présentes. Donc ça, c'est la part où je dirais oui. Je dirais non, parce qu'on n'investit pas un supérieur au travail de la même manière qu'on investirait une relation amoureuse, il me semble, ou une relation amicale, que là, peut-être, je ne pense pas qu'on puisse mesurer comme ça la souffrance. L'impact serait peut-être plus important dans les relations où l'investissement affectif et émotionnel est plus élevé, mais c'est sûr qu'au travail, les relations abusives peuvent laisser des séquelles et d'ailleurs, il y a des personnes qui quittent leur travail, qui font un burn-out, qui justement ne veulent plus du tout aller travailler, qui rentrent en dépression. Oui, oui.
Oui, merci. في بدنا نقرا الكيستيون اللي بالشات تبع جوي وبنرجع في حدا كان رافع ايده بياتريس. في سؤال من جوي بندلا. Oui. Est-ce qu'une relation toxique peut devenir non toxique avec le temps et les deux partenaires seront satisfaits ensemble? Moi, je dirais que non. Et pourtant, j'accompagne des couples aussi, mais à moins qu'il y ait peut-être un travail très profond qui est fait en thérapie de couple et en thérapie individuelle chacun, peut-être que la relation peut évoluer d'une relation toxique à une relation non toxique, mais moi je dirais que c'est très 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 rare pour ne pas dire non, mais il me semble que non. Quand on est dans une relation toxique, ça ce serait quelque part maintenir l'espoir qu'un jour ça va changer, et non, ça ne change pas. Je sais pas, peut-être que je suis un peu pessimiste, mais il me semble qu'on ne peut pas faire d'une relation non toxique, une relation non toxique. في بياتريس كانت رافعة ايدها. Oui, bonsoir. Bonsoir. كان بدي جاوب على سؤال إنه كيف العالم يلي هلأ بعدها بعمر صغير بتفرق بين إنه شو مزبوط عم بيصير وإذا الشخص توكسيك أو لا. بفتكر إنه شغلة كتير مهمة هي إنه نرد على رفقاتنا وقتها 3/4 أو 99% منهم منهم حابين الشخص أو بيقولوا لنا إنه عم بيكذب أو يعني هول الأشياء يلي بيقولوا لنا إياهم رفقاتنا هن بيلاحظون لأنه نحن ما فينا نلاحظهم أوقات، وأوقات منحس إنه مثلا الشخص عم بيكذب أو عم يحكي مع حدا بلا ما نعرف أو هيك، بس منتجاهل أو مثل ما قلتوا بنعطي excuse وهيك. شغلة كتير مهمة إنه نرد على العالم يلي حوالينا وقتها كلهم يقولوا إنه في شي غلط. Oui, oui. C'est important ce que vous êtes en train de souligner. Déjà, c'est difficile pour une victime d'abus de parler. Donc, c'est vrai que quand elle se met à parler et à dire il y a ça qui me dérange, c'est important que cette écoute et cette contenance soient là. Oui. ميرسي بياتريس. بس معك حق كمان، وعادة كتير قليل يعني ما بعرف كتير قليل يسمعوا. حتى يعني خاصة وقت الأهل مرات بيشوفوا إنه في شيء مش ظابط وبيحكوا، الأولاد ما بيتقبلوا هيدا الشيء. بركي في طريقة معينة، وعارف إذا الطريقة بتفرق كيف واحد يحكي مع الشخص بلا ما نفرض بركي. بتحسي ريندا لا بخميخ إتاب إنه هو الشخص أول شي بينه وبين حاله هو يلاحظ إنه في شيء، أو ما بعرف إذا في يقول يعترف، أو إنه هو يقول لحاله بكل وضوح إنه إيه في شيء مش ظابط. On retrouve très souvent ça dans la clinique. On me disait, mais je ne voyais pas. Donc, je pense qu'il y a cette part de badena, ou peut-être parce que quand on dit je reconnais, c'est que j'ai connu et qu'après j'ai reconnu. Peut-être qu'il y a eu quelque chose à un moment que la personne a senti, qu'elle a peut-être mis de côté, qu'elle a justifié, et que ce n'est qu'après qu'elle reconnaît et qu'elle dit ah oui, pour revenir à ces red flags, il y avait des red flags, on m'a dit, et moi je n'ai peut-être pas vu. Oui. Et c'est après que بعترف لحالي وبقول إنه كان في مايكل حاج رافع ايده. وي بونسوار. أنا بس كنت حابب هيك يعني إجت فكرة حبيت أقولها، بس كنا عم نحكي عن إنه الفرق بين ما يكون الأبيزار هو مثلا حدا مدير بالشغل أو ما يكون بكوبل. هلأ اللي إجا على راسي إنه أكيد في فرق كبير، لأنه بحس
المدير بالشغل نحن ما بنكون اخترناه نحن. الفرق بين انه الكوبل انا اخترته لهيدا الشخص شريك حياتي، والمسؤوليه اللي انا بحسها هي اللي بتوجع اكثر شيء، لانه يمكن في بيرفكسيون معينه انا بنظر لحالي فيها، وانا الجرح صار بعد اكبر من ما انه هو جرحني. انا في محل حاسس بمسؤوليه كبيره انه انا اخترت هالشخص وانا الغلط، فكتير صعب انه انا اعترف حتى بهالشيء. من هيك كمان في محل ما عم بقدر اعترف بهالشيء، بضل بقلب هالعلاقه. مع المدير صعب كتير انه احس انه انا مسؤوليتي اخترته، لان بالنهايه هيدا ثائب موجود بشغلي. ومثل ما انقال انه في بكل بساطه يمكن بمحل اترك الشغل او ما عود اشتغل منيح الى اخره. ميرسي. Merci beaucoup. Et juste ce que vous avez dit, sorry pour le tu. Il y a très souvent exactement cette idée de j'ai choisi cette personne. Il y a la blessure qui vient à part la blessure ou les blessures de l'abus. Il y a cette question qui revient tout le temps. Qu'est-ce qui fait que j'ai choisi une relation abusive? Et avant d'admettre, et je pense que là aussi il y a une part, pour reconnaître que la personne abuse, je dois également reconnaître que je me laisse abuser. Et c'est ce qui fait que c'est encore plus compliqué. Et donc merci pour le commentaire. في une question كمان بالchat من Père-Élie. Il y a, je crois, Pia avant Père-Élie. ما بين عندي أنا. ما بعرف. Alors, en fait, il y a deux questions avant Père-Élie. Il y a, est-ce que dans sa souffrance, la victime retrouve un certain plaisir inconscient? Si oui, est-ce que c'est relatif au masochisme auquel vous avez fait référence? Il y a une deuxième question. Est-ce qu'à un certain moment, l'abuseur ressent de la culpabilité ou bien ce sentiment est toujours réprimé par ses pulsions sadiques? Alors, si on reprend la première question, est-ce que dans sa souffrance, la victime retrouve un certain plaisir inconscient? Et si c'est relié au masochisme? Maria. Il y a plusieurs théories par rapport à ce que ressent la victime. وأنا بفضل نكون كتير حذرين أي ترم نستعمل، لأنه مثل ما قلت قبل كبسيكولوج سورتو كبسيكاناليست ممكن نستعمل أشياء qui peuvent culpabiliser la personne أو حتى إنه la rendre responsable. فينا نقول إنه on recherche parfois d'une façon assez contradictoire. On recherche activement parfois et inconsciemment quelque chose qui nous fait mal. ما راح استعمل كلمة plaisir لأنه فيها هالكلمة تعطي فكرة كتير غلط. راح كون كتير حذرة، بس بتخيل فهمتوا شو الفكرة. وكلنا بنعملها à un certain degré، أو ممكن anybody يعني في يعملها. inconsciemment بنشوف إنه في مشكل أو في حيط وبنفوت بالحيط مرات. هذا الشيء ممكن يصير. بخصوص victime، حتى كلمة victime كمان بفضل إنه نكون حذرين كيف عم نستعملها، باسكو نعتبر إنه un survivant أفضل من كلمة victime، لأنه كمان بنكون عم نجرد شوي الشخص من dignité kind of تبعه وقت نحطه دايما ببوزيشن victime. فينا نقول إنه parfois on va rechercher inconsciemment une certaine souffrance
يمكن لأنه عم نختار بين السيء والأسوأ السيء. بالنسبة للشخص برا اللي عم يتفرج عم بيشوف إنه هيدا الاختيار كتير سيء، بس داخلياً هالسورفيفون عم يختار السيء على الأسوأ. يعني بطريقة هيك عم بعطي اكزامبل شو ما كان، يعني بين إنه الواحد يكون عنده بليسور أو يكون ديتروي، عم بيروح على البليسور مش على الديستركسيون. اوكي، ما بعرف اذا فهمتوا، ما بعرف اذا ريندا اللي عندك طريقه افضل تفسري افكاري المشربكه. Moi, j'avais aussi du mal avec la formulation un certain plaisir inconscient parce que je suis d'accord, il me semble que quelque part, c'est culpabiliser encore plus et dire je recherche pour un plaisir inconscient. Je pense que le terme de souffrance est plus adéquat. Et je suis d'accord, oui, très souvent, entre les deux mots, on choisit le moindre mal. Comme tu as dit, plutôt que d'aller vers une destruction, on choisit d'aller mal, d'être en souffrance, mais peut-être pas d'aller vers quelque chose d'encore plus douloureux. ما بعرف إذا أنا ما بين عندي السؤال على الشات، مين سأله؟ Alors, c'est Pia. Pia, ما بعرف إذا جاوبناك. بس j'ai une question، يعني الشيء le plus douloureux هو إنه تكون تترك الريلاسيون. j'ai pas trop compris. C'est ça? Le plus douloureux, la réponse serait à trouver dans l'histoire de chacun et de chacune. Le plus douloureux, ce ne serait peut-être dans certaines histoires sortir de la relation, mais ici on voulait dire que entre quelque chose de douloureux et une relation abusive, peut-être que la relation abusive est moins douloureuse qu'autre chose. يعني فيها تكون séparation، فيها، بس منا شرط، ما بنعرف. هون يعني ما بدنا نعمم، au cas par cas، كل شخص عنده sa propre histoire. فيها تكون شيء تاني كليا، يعني منه هالقد له علاقة بالظروف، يعني التركة أو تعيش لوحدها أو إنه تكون ديفورسي باغ اكزامبل، مش كتير له علاقة بالظروف، بس يمكن شيء كتير عميق داخليا ما بنقدر نعرفه إلا من بعد ان ترافاي طويل بياخد وقت منيح مع السورفيفان هو يلاقي شو هو الموضوع يلي كان عم بيخليه يضله بمطرح عم بيجيب له سوفرانس. ما بعرف إذا جاوبناك بيا. Oui, j'ai compris, merci. Alors, il y avait la question, est-ce qu'à un certain moment, l'abuseur ressent de la culpabilité ou ce sentiment est réprimé par ses pulsions sadiques? Alors, je vais revenir sur quelque chose que j'ai dit lors de ma présentation. Il n'y a pas un abuseur, il y a des abuseurs au pluriel. Et certaines personnes qui abusent, enfin, le font de nouveau, ce sont pour des raisons qui appartiennent à l'histoire de chacun, mais soit on répète un abus que l'on a vécu et quelque part on le répète parce que c'est ce qu'on a connu et on ne sait entrer en relation que de cette manière-là. Alors là, oui, peut-être qu'il y a un sentiment de culpabilité à partir duquel l'abuseur peut travailler sur son vécu à lui et sur le fait qu'il abuse. Et il y a d'autres abuseurs qui ne ressentent pas de culpabilité. ما بعرف ماريا إذا بدك تقولي شيء. ايه مزبوط، il y a plusieurs types d'abuseurs مثل ما قلت ريندا. لا وي بس مين سأل السؤال؟ بيا. وي بيا. في شيء معين كان بفكرك لعم تسألي هالسؤال؟ فكرة معينة؟
Non بس هيك خطر على راسي ما بعرف ليه اجا بس انه هيك جتي كيوريوس تشوف انه يعني après son comportement انه ما بيحس بشي انه بس هلا j'ai compris انه ça dépend de son histoire on peut pas généraliser. وي وي أكيد في ناس بحسوا بالكولبابيليتي وبيعتذروا مثل ما قلت ريندا بتخيل بالباوربوينت كان في ما هيك ذكرت هالشيء وبيعتذروا وبيسامحوا البارتنير بيسامحوا نرجع على الميم سيكل. Oui. La référence d'un livre dans l'un des slides que j'ai mis qui s'appelle L'amour et les forêts d'Eric Reinhardt. C'est un roman qui parle d'une relation abusive entre un homme et une femme où il y a une scène qui est très intéressante, qui rejoint un peu ce que tu disais, Pia, c'est que donc c'est un mari et son épouse, ils assistent à une émission de télévision où le présentateur reçoit des victimes d'abus et des abuseurs. Et donc, ils assistent ensemble à cette émission et le mari se met à se sentir très, très mal. Il se tourne vers sa femme, il se met à pleurer comme un enfant et il lui dit « Moi, je me suis reconnu. C'est ce que je t'inflige à toi, c'est ce que je te fais subir tous les jours. » Et il pleure et il pleure. Et c'est là que cette femme va avoir le déclic parce que là, elle ne va pas se sentir mal. Le fait qu'il ait reconnu qu'il lui fait autant de mal, quelque part, c'est ce qui fait qu'elle va ouvrir une porte de sortie de la relation. Le livre est très intéressant si quelqu'un a envie de lire ou s'il aime lire. C'est un très beau roman. بعد des questions dans le chat. Il y a la question de Père Elie. Vous avez parlé d'un lien entre abus, relations toxiques et sadomasochisme. Comment, selon vous, en clinique, les patientes abusées présentent un fonctionnement dans une certaine mesure sadomasochiste? Est-ce, entre autres, la colère, la terreur des affects négatifs et l'excitation, le surmoi tyrannique et le danger constant d'autodestruction? Merci. Je crois en fait que pour répondre à ça, je vais revenir sur cette idée que j'avais dit, c'est que ces fantasmes, le sadisme et le masochisme sont présents, sont récurrents et ils infiltrent nos relations. Et donc, ça rejoint un peu ta question, c'est que soit on va adopter ce surmoi sadique vis-à-vis de nous-mêmes et donc permettre entre guillemets à un autre abuser de nous en permettant à cet autre d'abuser de nous, ou alors on va devenir soit un agent surmoïque sadique et on va mettre cet autre dans une position masochiste. Mais ta question était plus par rapport en lien à la personne abusée. Alors oui, elle a enfin d'après mes expériences en clinique, ce sont des personnes qui ont un surmoi assez tyrannique, pour reprendre un mot que tu as utilisé dans ta question, et qui ont un rapport à l'agressivité assez particulier, de nouveau sans vouloir généraliser. Si on peut parler de caractéristiques communes, tu parles de colère, de terreur des affects négatifs. En général, l'agressivité, elle est vécue d'une certaine manière qui fait que la personne la retourne inconsciemment contre elle plutôt que peut-être de l'extérioriser. Ou to deal with it, mais de manière peut-être plus saine, entre guillemets, de nouveau. Est-ce que cette agressivité qui est tournée vers soi, بتسبق la relation abusive, donc cette personne, elle a toujours été comme ça, ou bien خلال هالرelation abusive صارت تعمل هالشي لأنه علقانة شي مطرح بالرelation abusive وما عندها un autre choix. Est-ce que ce serait pas peut-être les deux?
une certaine tendance quelque part ou une certaine, la présence de quelque chose qui est renforcé après par la relation abusive. Ouais. Oui. فإذا فينا نقول إنه في عندهم الناس يلي ممكن يعلقوا لفترة عن جد كتير طويلة بريلاسيون أبيوزيف استعداد معين predisposition إنه يعلقوا. أنا بحب كلمة يعلقوا، ما بعرف ليه. لأنه بيعلقوا. So في عندهم une certaine prédisposition بمعنى إنه leur histoire personnelle يلي بتسبق هالريلاسيون فيها أمور معينة بتحطهم à risque أكتر من غيرهم. Oui. Oui. Ça rejoint la question du transgénérationnel que Oui. Aurélie avait posée au début. Il y a une histoire à chaque fois singulière, particulière, qui constitue un facteur de risque aux relations abusives. Oui. هلا إذا بدنا نحكي شوي أسباب بسيكوسوسيال فينا نقول un des facteurs de risque اللي كتير بتخيل منشوفه هو إنه مثل كأنه هيدا الشخص كل عمره كان ما عنده هالسبور الفاميليال أو السوسيال، كان يمكن منعزل أو عازل حاله أو منعزل، يعني هالانتراكسيون avec les autres منا كافية كانت. كأنه ربي لوحده، كأنه عايش لوحده، كأنه في وحدة، أو كأنه ما بعرف إذا في كلمة أكتر توصف الفكرة اللي عم جرب أقولها. شو رأيك ريندلا؟ Pendant que tu parlais de l'individuel, je ne sais pas pourquoi je suis partie plutôt vers le collectif. Ça rejoint, mais oui, je pense qu'il y a cette dimension de solitude, d'isolement, de personnes qui a peut-être manqué à un certain moment de support, de contenance, ou qui s'est retrouvé peut-être désemparé. Oui. Je ne sais pas qui est à côté, je ne sais pas vers qui je peux me tourner. Mais moi, j'ai une question maintenant, c'est que, et je sais que ça ne fait pas partie de notre thème d'aujourd'hui, mais là, on parle de l'individu, et je ne sais pas, quand tu parlais de ça, j'ai pensé au peuple libanais qui aujourd'hui, je ne sais pas, moi, je l'ai vu dans cette position de solitude, sans appui, je ne sais pas, j'ai pensé à ça comme ça, et je me suis dit, qu'est-ce qui, dans l'histoire des Libanais, fait que on se retrouve aujourd'hui quelque part en tant que peuple, en tant que collectivité abusée. بركي هي الكلمة المهمة اللي ذكرتيها وكنت كمان عم فكر فيها، هي ما في كونتونانس، ما في كان كونتونانس كافية أو مختفية على الآخر. يعني الكونتونانس بخصوص الانديفيدو المفروض أهم شيء تكون durant la première période de la vie، بس كمان مش إنه بتخلص، يعني لازم تضل طالما الشخص بعد ما صار totalement autonome. وكمان بتتغير، أكيد ما بتضل بنفس الشكل، بتتغير. ما بعرف إذا بنطلع نحن بتاريخ لبنان نشوف إنه إذا كان فيها الكونتونانس شي مرة، لأنه وقت تحكي عن بيبل en fait يعني شيء كتير بيضحك، أنت عم تحكي عن بيبل، أنا بشوفه إنه مجموعة بيبل أكتر بيجوا يعني حد بعض مش مع بعض. من زمان كتير، يعني من وقت ما كانوا يدرسونا التاريخ. Alors, il y a ce manque de contenance, si c'est éparpillé. من وقت المتصرفية دكتور مجدلينا. لا قبل ساندريلا، قبل رجعي بعد كم 100 سنة لورا. أنا عم بحكي هون بيعرفون هلا جنراسيون من المتصرفين. المتصرفين وجاي. ايه يعني نحن اللي عم نعيشه هلا منه جديد.
Oui. فورم جديدة، بس إنه هاي الكونتينيتي يعني كل حياته لبنان كان على نفس الشكل، إباخبية مثل ما قالت ريندا. وهيدا بشكل إذا فينا نقول ضعف تبعنا، نقطة الضعف تبعنا، الحلقة الضعيفة تبعنا، إنه نقدر نعمل شيء، نتغلب على الظروف. فإذا بدنا نرجع شوي للريلاسيون أبيوزيف، دونك أنت عم تحكي كمان والسؤال تبع بير إلي ذكرني بأن كا la relation abusive elle a commencé avant le mariage. كلنا بنعرف وحكينا بالابريكو انه بعدين بنتبه من بعد ما يقطع سنين انه اوكي هذا التصرف كان غريب وهيك. بس il y a un cas en fait très intéressant انه la relation abusive الابو بحد ذاته يعني هيك ريد فلاجز كثير كبار، يعني فلاشينج كمان قبل الزواج، إن كان بالفيول، إن كان بالأبو فيزيك، إن كان البهدلة قدام العالم، يعني كتير اشياء كتير كبيرة، يعني مش معقول الواحد يقدر يبررها بولا طريقة. وبعدين صار في زواج، يعني النقطة الإسانسيال عند هالشخص فينا نقول هالسورموا تيرانيك، فينا نسميه مازوشيزم، فينا نسميه البت كونيه، بس إنه النقطة الإسانسيال اللي هي كانت إنه عن جد ما في أبداً كونتونانس أبداً. وهيدا الشيء ممكن يشكل يعني يخلي الشخص يفوت بشيء عن جد يتأذى بطريقة كتير كبيرة لمدى الحياة. وهالغلاسيون يمكن انتهت من 10 سنين أو انتهت من 20 سنة من بعد زواج طول كتير، بس بعدها لحديد هلأ باسكو لا بيرسون elle s'auto-abuse نوعا ما بغير مطارح بحياتها. ce qui est intéressant إنه هالبيرسون تستعمل هالكلمات إنه جو m'abuse ولا بأي لينك ما في ليان مع l'abus qu'elle a vécu، ما في ليان. جو m'abuse هلا ما في أبدا ليان مع يعني شوفوا إنه هالفراجيليتي أو مانك دو كونتونانس قد ايه بيخلي الواحد عن جد يكون éparpillé، حتى بالمنتاليزاسيون عم نعود نقدر نعمل دي ليان دي اسوسياسيون. هول الليان الاسوسياسيون اللي هن اساس شغلنا لانه مهمين، لانه بيوصلونا انه نفهم كتير امور ونتعامل مع كتير امور. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans le chat, il n'y en a pas. Je ne sais pas si quelqu'un va intervenir. Oui, دكتور ماريا، مزبوط كنت عم تقولي يعني وقت الواحد قبل افون المارياج وقتها بتسمع انه هو عم ببهدلها او شيء او صارت، يعني سون دي سين اوقات هي ما بتنتبه لهم، بس فيها تاخذ سين انه تحطهم، يعني خاصة هلا هيدي الجنراسيون يعني فيها تحطها انه عشان انه هيدي صارت هيك. هلا فينا نقول انه يمكن هي ما بتعرف هلا انه هدول، بس انه اذا انه عم بقول انت ما خصك او انت كذا، هدول انا بالنسبه لي سيمبتومات كثير مهمين، انه انا ما كفي مع هذا الانسان، يعني ما فوت بعلاقه تصير بعدين توكسيك. يعني انا بقدر احمي حتى ما اكون بعلاقه توكسيك. هلا ما بعرف قد ايه بيكون الغير الجنراسيون كيف عم بتفكر هلا بهذه الايام، او بتفكر المرأة ترجع تكفي بالعلاقه. تلاقي الدكتور ماريا انه في كذا شغله، في كذا محطه انه فيها ما تفوت او تبلش وتكفي بعلاقه تصير توكسيك. بس هيك انه عم سي فري يعني بدنا نشوف الصبايا اللي معنا من هاي الجينيراسيون عم تحكي عنها ساندريلا، اذا بيشاركونا رايهم. يلا عنهم في بياتريس وبيا، فيكم تعيدوا السؤال exactly شو ايه ساندريلا فيك تعيدي؟ ايه عم بقول انا انه نحن انت اذا شفت الشخص
مثلا عم ببهدلك بيك بعده كنتوا ما فتوا بمرياج، صرت بمحل بمناسبة بهدلك بطريقة منا مزبوطة، حرج انت بتفوتي بهاي بتكفي معه للشخص تتفوتي بريلاسيون مرياج، ولا بتوقفي بتسألي حالي انه ممكن انا اذا تكررت هي ما اقبل على حالي، ما بقبل فوت بعلاقة بعدين تصير هيك. هلا أنا قطعت بهيدا الشغلة إنه كنت مع حدا كتير عطول كان يحطمني وعطول إنه أنا ما بعرف أتصرف وهيك يعني كان شيء عن جد كتير ثقيل، ويعني ماشي أنجأ 6 أشهر ما ضاينت ودغري تركته. يمكن مشكل إنه أكيد مش الكل مثلي، يعني يمكن في عالم بيعطوا تشانس، بس إيه حسب كل واحد الإسبار تبعه والريلاسيون تبع أهله وهيك. يمكن شفت أنا ساين بهيدا ريليشن شيب إنه شي كمان مع الريليشن شيب تبع أهلي، وقلت إنه أنا ما رح أترك حالي كفي هيك وصير بالآخر مثل أهلي بنفس الريليشن شيب. بس إنه هيدا شو كان عمري 18 سنة يعني. ف هلأ بغير ريلاسيون وقعت بفخ، ضليت بريلاسيون شي سنة ونص يعني. كان كتير يكذب، كان compulsive liar يعني. فهيدي طولت شوي تطلع منها. البديل. ايه فبحس انه حسب كل شخص، انه اكيد كل شخص في عنده ويكنس معينة او في عنده شيء معقول انه to be abused by. يمكن انا اذا حدا جرب يبهدلني او شيء انه ابدا ما تزبط معه ودغري بترك، بس اذا لقى طريقة تانية to manipulate me او تيأذيني يمكن تقطع قدامي وما انتبه انه انا I have to get out. Alors, c'est intéressant que tu parles justement de ça. Et il y a le commentaire de Chérine, en fait. C'est comme si ça se rejoint quelque part. Chérine a écrit dans le chat box, je trouve important d'aborder les défenses du sujet. Et quelque part, Béatrice, il y a ces défenses qui étaient présentes et qui ont fait que tu es sortie, enfin vous êtes sortie de cette relation. Et de nouveau, pour aller dans le sens du commentaire de Chérine, les défenses du sujet sont là, sont présentes. On parle beaucoup aujourd'hui des cicatrices, des conséquences de l'abus, des blessures, mais c'est vrai qu'il y a des défenses. Peut-être que le sujet à ce moment-là n'a pas conscience de toutes les défenses, de toutes les ressources qu'il a en lui, mais les ressources sont là et il y a une part qui fait qu'à un moment, si on prend un exemple, il y a une personne qui sort, qui va demander de l'aide, qui cherche justement à renforcer peut-être ses défenses. Je ne sais pas, Chérine, si tu veux intervenir à voix haute ou Maria, ma barif. C'est ça, ça va dans ton sens en fait. C'est ça. ما بعرف إذا أوريدي حكيتوا عن هيدي النقطة يلي إيه المانيبيولاسيون مرات يلي غير واضحة تكون كتير انستيديوز. هيدي ça va prendre beaucoup plus de temps إنه ينتبه للشخص، بتكون أوريدي تركت يعني تأثير وفزعت بالفيكتيم، غير الأبو يلي هيك بيكون كتير واضح وفيه فيولانس واضحة. حكيتوا عنها هي قبل؟ J'ai évoqué les violences subtiles et ce travail que j'ai dit, c'est un travail insidieux qui se fait petit à petit, qu'on ne voit pas au début. Les signes ne sont pas évidents, mais petit à petit, ce travail d'abus est fait. شو كنت عم تقولي بياتريس؟ كنت بدي أقول إنه كمان حسب بهيدا الريليشن شيب شو الأشياء المنيحة يلي عم ناخدها.
اوقات ريليشن شيب كتير سهل انه نظهر منها اذا تصرفوا شيء غلط، لانه هيك مش هالقد عم يعطونا good feeling او شو ما كان الشيء البوزيتيف بالريليشن شيب. ريليشن شيب يلي فيها اشياء بوزيتيف مع الاشياء النيجاتيف، خصوصا اذا كانوا اشياء اكستريم وهول بيصيروا يعملوا سربريزات وكل جمعه في كادو وهالاخبار، يعني بيصير في دوز اكستريم مش قادرين نتخلى عن الاكستريم المنيح. هذا الشيء بفتكر انه بيعلقنا زياده، غير انه يمكن هو معيشها وما بتقدر تتركه اتسترا يعني. فبحس انه اذا ريليشن شيب ما عم تعطينا شيء بوزيتيف بالمقابل حد الابو، بتكون اهين انه نظهر. وي. بعد عنده حدا شي سؤال أو كومنتير؟ دونك بتخيل الموضوع كتير واسع، وهيدي مش أول مرة عم نحكي عن الأبو، يعني أكيد بعد في كتير إشياء عن الأبو فينا نحكي عنها. إذا بتحبوا كمان تبعتوا لي إيميل إذا في شيء معين بخصوص هذا الموضوع أو حتى غير موضوع، لنبقى نحضر دوتر ويبينار. في شيء بعد ريندالا بتحبي تزيدي؟ Non, c'est bon. Je ne sais pas si vous voulez les références de films ou de séries ou celles qui étaient sur le PowerPoint. Je peux les envoyer dans le chat si vous voulez. Et il y a des références aussi de romans que je peux envoyer dans le chat box qui parlent justement de relations abusives. Oui. عملي معروف إذا فيك تحطيهم. وي، وإذا فيك تبعتي لي إياهم كمان بعدين على رواق إيميل، هيك إذا رجع حدا طلبهم مني ما كان عم يحضر فينا نبعت لهم إياه. أوكي. فإذا ما بقى حدا عنده كيستيون، يعني كنت حابة كتير أسمع من الصبايا والشباب البقوة. ما بعرف إذا جيسون عندك شي فكرة تزيدها هيك بالآخر. ايه دكتور انا هون. فكرة لا ما عندي فكرة. ما في شيء، ما في تعليق. لا بس حبيت قصة انه نحن بابل ابيزي، يعني كتير بتطبق عن جد، انه نحن عن جد شعب مش يعني بيتأقلم، بياكل دعس وبياكل بهدل وكل شيء وبينزل وايه بعده مكفى. هيدي كيف بنفسرها ريتا؟ هيدي يا ريت réponse à la question. هي شو بنفسرها؟ هيدي مازوشيزم ولا شو؟ والله يمكن تخطيناها، هيدي ليفل اكبر من هول بعد. ممكن تخدير مخدرين. oui. D'accord. Donc, yes, 50 Shades of Grey, Sleeping with the Enemy، هذا الفيلم مع جوليا روبرتس كتير حلو هالفيلم. The Girl on the Train. اوكي، في افلام مش حضرتهم. Il y en a beaucoup. اوكي، هولي افلام وكتب. يلا. بس دكتور لمين بنبعت الايفالويشن فور؟ لا، لي على الايميل تبعي الهوت ميل. اوكي ميرسي بوكو دكتور وميرسي ريندا. You're welcome. في فيلم كمان كتير حلو عن الابو. en fait هو شي فوايي فيه دي جان ابيوزي، اسمه Short Term 12. ما بعرف إذا حدا حاضره. بري لارسون يمكن بتمثل فيه. Short Term 12 كتير انتريسان كمان. هذا بنصحكم تحضروه.
short. ومع انه الاوديتوار تبعنا هن اكثريتهم دي بسي، بحس انه سو سوري انتريسون انه عم بقترح عليكم سي اون بوري بارلي مستقبليا عن موضوع الابو بس دان لا ثيرابي، يعني كمان عم نحكي هون بالترانسفير وكونتر ترانسفير، يعني دان لا ثيرابي أو حتى dans la relation d'aide en général، لأنه كمان كتير بنشوفها، يعني إن كان avec un médecin, un psychiatre, un psychologue، بالrelation d'aide في كمان هذا الموضوع بحس إنه مهم نحكي عنه شي مرة si ça vous intéresse. Oui, c'est très intéressant. J'ai fait une petite parenthèse pour dire justement que le médecin, le professeur, enfin le leader ou ces personnes qu'on admire sont celles que l'on place dans une position où elles sont supposées savoir et que dans la thérapie, l'analyste occupe cette position de sujet supposé savoir. Et j'ai dit que c'était important qu'en tant que thérapeute, quand on est dans cette position, c'est important d'avoir fait ce travail sur soi pour ne pas justement rentrer dans cet abus thérapeutique qui répéterait peut-être quelque chose de l'histoire du patient. Parce que quand on est dans cette position de savoir, de pouvoir, c'est important justement de ne pas en abuser. Oui, oui. كتير حلوة هالنقطة. اوكي، ميرسي بوكو على الانترفنسيون تبع كريم دالا. كمان بشكر كل البارتيسيبون، وميرسي لإيميليا يلي هي أخذت الدفة عني اليوم. أنا انبسطت كتير بكل شيء ناقشناه اليوم، و جيسبر كون سو ريفيرا، يعني بركي مش بأوت، بركي بنرجع on va reprendre en septembre d'autres thèmes. Et si vous avez des thèmes هيك عبالكم إنه تكتشفوها أكتر أو نفكر فيها سوا، فينا نعملها. وأنا بحب كمان تكون أكتر هدول الويبينارز فينا نجيب دي بروفيسيونيل، بس فينا كمان نحن نفكر سوا بأمور ونناقشها سوا ونكتشفها مع بعض. Donc j'attends vos emails, vos propositions. وميرسي بوكو عن جديد. ميرسي ريندا عذبناكي. Merci beaucoup. Et à bientôt. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Bye.